Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Ravi d'être avec vous. Donc j'attends que mes orateurs me rejoignent. Comme ça, vous aurez vraiment en direct les présentations. Donc j'en profite pour remercier les organisateurs du congrès de Limoges, le président de la SF3PA, et puis mes collègues d'ici. Donc je dirais Achille, Philippe et d'autres amis. Comme cela a été dit, il y a 30 ans, j'étais à votre place et je regardais cette tribune en me disant, tiens, il y a des gens intéressants à cette tribune. Et aujourd'hui, j'y suis, donc il y a un petit peu d'émotion. C'était il y a 30 ans, j'étais interne et j'avais fait le choix de la psychiatrie et je trouvais que ça ne suffisait pas, il fallait faire du somatique. Donc tout ce que j'ai entendu ce matin, c'est exactement ça. C'est croiser un peu les regards et le thème des journées s'y prête très bien. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous et je pense que vous allez avoir des vraies découvertes pendant ces 2 jours. Donc, pour des côtés très techniques, les séances plénières vont être donc enregistrées. Donc, je vais demander à mes amis orateurs et oratrices de bien respecter leur temps de parole pour qu'il puisse y avoir des temps de questions. Je vous invite à poser des questions à la fin de chacune des présentations, mais pour que tout le monde puisse entendre, puisque ça va être enregistré, je vais répéter vos questions. Donc, s'il vous plaît, faites-les courtes pour que je n'ai pas l'air de bafouiller pour essayer de reprendre vos questions. Voilà, donc je pense qu'on va être tout à fait dans le début et on va lancer donc cette première journée. Et cette première session est une session qui a un regard, on va dire, gériatrique versus psychiatrie. C'est plutôt sur le vieillissement que l'on va parler avec de très belles présentations de personnes venant de Bordeaux, de Limoges. Donc je crois qu'on a 4 mains pour Limoges, je me trompe pas. Il y a 2 personnes pour Limoges, très bien, voilà, parce que je rencontre... et une qui viendra de Paris. Alors, nous allons pouvoir débuter avec la première session, la stratégie de prévention du vieillissement. Ça, c'est un vaste sujet. Quelles données épidémiologiques? Donc, je vais pouvoir laisser la parole à notre ami de Bordeaux et je vous en prie, nous sommes tout oui. Est-ce qu'on voulait qu'on se mette en bas, on regarde? Allez-y. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour et tout d'abord quelques mots pour remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis d'habitude, on félicite les organisateurs à la fin du congrès. Mais là, je vais le faire alors qu'on débute à peine le congrès. Je vais les féliciter parce que j'ai été impressionnée quand j'ai découvert le programme. Bravo d'avoir réussi à réunir autant de personnes, autant d'orateurs et de thématiques qui viennent vraiment brosser un état des lieux très, si ce n'est exhaustif, complet des connaissances actuelles sur le vieillissement et la psychiatrie de la personne âgée. Alors, ma présentation, elle a le mérite ou la vertu d'être un peu générale parce que quand on démarre un congrès, on a plutôt tendance à évoquer des généralités, peut-être à l'image de cette première diapositive sur laquelle vous apprendrez peut-être pas grand-chose, mais c'est difficile d'introduire un topo sur les stratégies de vieillissement, les stratégies de prévention du vieillissement et vieillissement en bonne santé, sans évoquer certains éléments de contexte qui sont essentiels, mais que vous connaissez déjà, ça a même été dit dans les quelques mots d'introduction tout à l'heure. Un tiers des personnes auront 60 ans et plus dans quelques années, à peine une vingtaine d'années, en 2050, contre 1/5 aujourd'hui. L'espérance de vie pour les femmes, 85 ans, 79 ans pour les hommes. Mais l'espérance de vie qui est finalement la plus importante à considérer, c'est l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire le nombre d'années que l'on peut espérer vivre sans incapacité majeure dans les gestes de la vie quotidienne. Ce qui est important de dire, c'est que la part de ces années vécues sans incapacité globalement est stable ces dernières années. Ça reprend à peu près 80% de l'espérance de vie pour les hommes, 75% pour la femme. Mais, et le mais est très important, il existe des différences en fonction de l'âge. Et si on considère les 65 ans et plus, cette espérance de vie sans incapacité, elle a eu plutôt tendance à augmenter au cours des dernières années, des 10 dernières années.
presque une année gagnée pour les hommes et pour les femmes, alors que lorsqu'on considère les moins de 55 ans, eh bien depuis 2006, au cours de ces 10-15 dernières années, elle a plutôt eu tendance à diminuer. Est-ce que cet effet est conjoncturel? Est-ce que c'est tout à fait passager? Ou est-ce que cette inflexion va se poursuivre? Évidemment, cette question est éminemment importante parce que si cette inflexion se poursuit, ça veut dire que les plus jeunes, parmi les aînés, les plus jeunes, les 50 ans et plus, en fait, ont peut-être l'espoir de vivre plus longtemps, oui, mais plus longtemps aussi dans un état présentant des incapacités, ce qui n'est pas exactement ce que l'on vise. Donc, l'incapacité fonctionnelle étant rarement réversible, et au regard bien sûr des conséquences que cela a pour la personne, conséquences sanitaires, économiques et sociales, évidemment, l'enjeu pour nos sociétés, qu'est-ce que c'est? C'est surtout faire en sorte que le nombre d'années gagnées soit des années gagnées avec une bonne qualité de vie et donc sans incapacité. Ça veut dire qu'il faut donc chercher à prévenir la perte d'autonomie le plus tôt possible et avant que ces incapacités ne surviennent. Alors, trois phénomènes qui expliquent le déclin fonctionnel. C'est une diapositive très schématique, mais je crois qu'elle n'est pas très erronée pour autant, hein. Bien sûr, le vieillissement biologique. On n'est pas tous égaux eu égard au vieillissement biologique, hein, le biologique bien plus que chronologique. L'état, la manière avec laquelle notre corps vieillit. Il y a un concept qu'on utilise de plus en plus pour traduire cette notion de vieillissement biologique, c'est le concept de fragilité, hein, qui traduit le niveau de ressources physiologiques qu'un individu a. Et on sait que la fragilité concerne 10 à 13% des personnes de 55 ans et plus sans dépendance. Ce sont des données qui sont relativement homogènes, quels que soient les pays, en tout cas les pays occidentaux. Deuxième phénomène qui contribue au déclin fonctionnel, les comportements de santé délétères, la consommation de tabac, consommation d'alcool, le défaut de soins, bien sûr. Et puis troisième phénomène, la présence de maladies. On verra quelles maladies dans la diapositive suivante. Les déterminants psychosociaux jouant un rôle plutôt modulateur, c'est-à-dire majorant ou minorant l'effet la conséquence sur le déclin fonctionnel de ces trois phénomènes. Alors on parlait de présence de maladie. Évidemment, la présence de maladie, c'est un élément essentiel dans la perte d'incapacité. Ça, c'est une méthodologie qui est bien connue, la méthodologie de Global Burden of Disease, qui peut être appliquée à n'importe quel pays. Il y a de multiples publications qui montrent le poids des différentes maladies dans les années de vie perdues ou passées en incapacité. Ça, c'est le graphique le tableau pour l'Europe de l'Ouest. Et donc, cette méthodologie permet d'ordonner les pathologies en fonction du poids, comme je le disais, qu'elles génèrent sur les années de vie perdues ou passées en incapacité. Et ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, les deux colonnes comparent le poids de ces maladies dans les années 90 et le poids de ces maladies actuellement en 2017. Et qu'est-ce qu'on voit globalement? Je ne vais pas tout commenter. Le poids de certains cancers a diminué au cours de ces dernières années, et ça s'explique parfaitement bien, c'est parce que on est en mesure on a considérablement amélioré la prise en charge de certains cancers. Et par contre, 2017, ce qu'on voit très clairement, ce qu'on voyait déjà en 90, mais encore plus en 2017, les trois maladies qui figurent vraiment sur le podium des maladies générant le plus lourd fardeau, ce sont les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, et la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment le trio de tête. Et puis viennent ensuite les maladies respiratoires, le diabète et le cancer du poumon. Donc, agir pour prévenir la perte d'incapacité, dans la mesure où ces maladies sont fortement génératrices, pourvoyeuses d'incapacité, c'est forcément agir sur ces maladies, et en particulier les maladies cardiovasculaires, maladies qui sont amenées à s'amplifier dans l'avenir, pour au moins 4 raisons qui sont
quasiment, enfin, évidente pour certaines en tout cas. Première raison, c'est le vieillissement général de la population. Or, l'âge reste le facteur de risque, un facteur de risque très important de développer ces maladies cardiovasculaires, mais c'est pas la seule raison. Deuxième raison, il existe une prévalence élevée en population des principaux déterminants et facteurs de risque de ces maladies, on le sait, hein, sédentarité, obésité par exemple. Troisième raison, et ça c'est assez préoccupant, c'est l'augmentation de l'incidence des hospitalisations chez les adultes jeunes liées aux deux principales maladies vasculaires, les infarctus du myocarde et les AVC. 43%, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, je pense, 43% des infarctus du myocarde surviennent chez la personne de moins de 65 ans. Donc l'infarctus, c'est pas qu'une maladie du vieux, hein, c'est 1 sur 2 survient avant 65 ans et 25% des AVC surviennent avant 65 ans. Et ça, c'est en augmentation, en fait. L'incidence est en augmentation. Donc, c'est un élément qui nous laisse penser que ces maladies vont, enfin en tout cas le fardeau des maladies cardiovasculaires dans le vieillissement va être amené à s'amplifier. Quatrième raison, c'est la survie de ces personnes qui est de plus en plus importante parce qu'on contrôle et parce qu'on prend de mieux en mieux en charge ces maladies cardiovasculaires. Ce sont des personnes qui sont amenées à survivre, et qui dit survie dit vieillir plus longtemps, mais vieillir plus longtemps avec des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires qui vont les amener à faire plus d'incapacité. Donc tout ça pour dire que cette dynamique devrait conduire à une explosion de la prévalence des pathologies cardiovasculaires et donc du fardeau de ces maladies dans le vieillissement. Il faut donc absolument contrôler ou chercher à contrôler ces maladies cardiovasculaires, et c'est d'autant plus évident que lorsqu'on fait la liste des principaux facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires, l'âge, le sexe masculin, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la sédentarité, les antécédents familiaux, 5 d'entre eux, les 5 que j'ai surlignés, constituent à eux seuls 84% du risque de survenue de ces maladies. Or, ces 5 facteurs que j'ai surlignés sont justement des facteurs sur lesquels on peut avoir une action. Donc on a évidemment toutes les raisons d'orienter la prévention vers ces maladies cardiovasculaires. Dans le trio de tête, les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires, vous vous en souvenez, et la maladie d'Alzheimer. Il faut agir aussi, bien sûr, sur les facteurs de risque de démence, et ça tombe bien, puisqu'un certain nombre de facteurs de risque de ces maladies neurodégénératives sont aussi des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Donc ça veut dire que on peut avoir une action qui va en quelque sorte cibler et les maladies cardiovasculaires et la démence. Ça, c'est une diapositive très simplifiée pour vous rappeler qu'il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à augmenter ou diminuer le risque de développer une maladie neurodégénérative en vieillissant. Évidemment, tous ces facteurs ne sont pas modifiables, hein. Donc, il y a beaucoup de facteurs contre lesquels aujourd'hui on ne sait pas agir, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont modifiables, ou en tout cas sur lesquels on peut avoir une action. Ils sont représentés ici, comme l'hypertension, l'activité physique, l'humeur, le réseau social, les activités de loisirs, l'alimentation, l'audition, tous ces facteurs dont on sait qu'ils vont contribuer à moduler le risque de démence. En agissant sur ces facteurs, on devrait pouvoir diminuer les cas de démence, et c'est justement l'objet de ce travail d'une des commissions du Lancet. C'est un travail que vous connaissez probablement, hein. C'est un travail qui a été beaucoup repris. Donc une commission du Lancet intitulée Dementia Prevention Intervention Care, qui cherchait sur la base bien sûr de la littérature, à identifier, énumérer tous les facteurs qui contribuent à ce risque de démence, et surtout faire figurer dans cette petite frise que vous voyez sur la gauche non seulement ces facteurs, le poids de chacun de ces facteurs sur le risque de démence, et le moment, la période de la vie au cours de laquelle ces facteurs agissent, avec des facteurs qui interviennent plutôt
à la naissance ou dans la petite enfance, des facteurs plutôt qui interviennent dans la période midlife ou plutôt des facteurs qui interviennent dans la période plus avancée de la vie. Et si il additionner les 9 facteurs sur lesquels on pouvait avoir une action, ce que j'ai cité tout à l'heure notamment, lorsque on cumulait le pourcentage de variance expliqué de ces 9 facteurs sur le risque total de développer une maladie d'Alzheimer, alors ils arrivaient à un résultat tout à fait intéressant, c'est-à-dire que en théorie, évidemment c'est théoriquement ce calcul, en théorie on devrait être en mesure d'éviter 35% des cas de démence. Si on contrôlait mieux ces facteurs, ces 9 facteurs potentiellement modifiables, alors on devrait en théorie éviter 35 cas de démence, 35% pardon des cas de démence. Alors modifiable, cette notion de facteur modifiable, c'est vraiment une notion fondamentale, mais qui dit modifiable dit pas nécessairement aisément modifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'ils sont modifiables? Comment ils sont modifiables? Si je mets dans un même panier tous ces facteurs que j'ai déjà énumérés et pour les maladies cardiovasculaires et pour la démence, activité physique, régime alimentaire, traitement de l'hypertension, cholestérol, la non-consommation de tabac, la consommation modérée d'alcool, la participation sociale, les activités de loisirs. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont des facteurs communs, ça on l'a déjà dit, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies neurodégénératives, mais aussi à de nombreux cancers. Donc cibler ces facteurs, c'est cibler finalement pas mal de maladies chroniques qui vont à elles toutes avoir un impact important sur les incapacités, le développement d'incapacités. Deuxième chose, ce sont donc des facteurs, ça aussi on l'a dit, sur lesquels il est possible d'avoir une action, pas forcément aisé ou facile d'avoir une action, mais en tout cas possible. Et puis surtout, troisième élément commun à ces facteurs, c'est qu'ils sont liés à des comportements de santé et des habitudes de vie qui sont déjà présents à la période midlife. Et ça, c'est vraiment un message qui devient de plus en plus évident, et on a de plus en plus de raisons de penser que cette période midlife, la période des 40-60 ans, 40-65 ans, cette période-là, elle va être essentielle. Modifier les comportements de santé, oui, mais pas n'importe quand. Si je prends l'exemple du réseau social, demander à une personne de 80 ans de se mettre à avoir plein d'amis et plein de sorties régulièrement, de voir des gens, d'avoir des activités de loisirs culturels, ça n'a pas de sens, évidemment, si ça n'est pas du tout sa manière de vivre. Et si ça n'a jamais fait partie de ses habitudes. En revanche, à 40 ans, ça a beaucoup plus de sens d'insister sur ce type de comportement ou de mode de vie à privilégier. Donc cette période midlife, elle est vraiment probablement la fenêtre de tir la plus pertinente pour agir le plus en amont et efficacement possible sur la prévention, d'autant plus que l'état des lieux de la santé de la population, alors j'ai mis française entre parenthèses parce que ce n'est pas une spécificité franco-française, on le retrouve dans d'autres populations, l'état des lieux de la santé de cette tranche d'âge-là, les 40-64 ans, pointe de nombreux indicateurs de santé défavorables qui sont liés à la survenue d'incapacités à un âge plus avancé. On sait qu'il y a une consommation d'alcool importante dans cette tranche d'âge. Une personne sur 5 a une consommation d'alcool élevée. Le tabagisme, une personne sur 4 fume. Il y a dans cette tranche d'âge, et il y a une augmentation de la prévalence depuis les années 2000 chez la femme. C'est pour une personne sur 5, grosso modo, il y a un cumul à la fois d'une faible activité physique et sédentarité élevée, un surpoids en augmentation de 20% chez les femmes, 10% de personnes qui sont déjà prédiabétiques, une dégradation, c'est ce que montrent les études aussi, dans cette tranche d'âge de la prise en charge de la tension, de l'hypertension artérielle et de l'hypercholestérolémie. Santé mentale, c'est la même chose. La dépression, la prévalence la plus élevée, chez la femme en particulier, on la retrouve autour de la quarantaine. 15% des femmes autour de la quarantaine présentent une dépression et du point de vue sommeil, dans cette tranche d'âge,
une personne sur 3 dort moins de 6 heures. Donc au final, si on fait la liste, cette population va cumuler en fait beaucoup d'indicateurs défavorables de santé et dont on sait qu'ils vont faire le lit d'un déclin fonctionnel probablement et d'incapacité qui vont survenir probablement plus tôt qu'elles ne devraient arriver. L'autre message important, c'est la notion de combinaison des effets. Si je prends chacun des facteurs que j'ai cités, l'effet est relativement ou même très modeste. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on combine une action sur ces facteurs, alors l'effet va être cumulatif. L'effet s'additionne, c'est ce que montre ce graphique là qui est tiré de l'étude de Elwood, qui montre la probabilité de présenter un successful aging, un vieillissement en santé, en bonne santé, en fonction du nombre de bons comportements de santé adoptés. Et vous voyez, donc, ça va de 0 à 4 comportements de santé positifs. Vous voyez une belle droite, tout à fait linéaire, qui montre que plus j'ai de comportements de santé protecteurs, et plus la probabilité de connaître un vieillissement en santé augmente, encore une fois de manière linéaire, et ce, quel que soit le domaine considéré, cognitif, mental, respiratoire, cardiovasculaire. Et c'est parfaitement plausible, puisque on sait que ces facteurs de risque vont agir à des niveaux différents. Si les facteurs de risque plus physiologiques, comme l'hypertension par exemple, ou l'hypercholestérolémie vont être associés à un risque de survenue de maladies cardiovasculaires ou métaboliques, les facteurs liés au comportement de santé et le statut socio-économique vont eux avoir plutôt un effet sur la survie de ces malades, de ces personnes avec des maladies cardio-métaboliques. Alors, 2 mots sur les études d'intervention, puisque jusqu'à présent, je suis limitée. Oui. Oui. Sur les études d'intervention, pour dire que ces études d'intervention, évidemment, elles sont de plus en plus nombreuses, mais elles sont encore trop peu nombreuses, et on a besoin de ces études pour maintenant démontrer l'effet véritablement protecteur de ces facteurs. C'est pas si évident que ça. Alors, il y a quelques études interventionnelles qui ont ciblé tel ou tel facteur, et les études les plus sérieuses entre guillemets, c'est et les facteurs qui sont le plus robustes, le régime alimentaire, en particulier de type méditerranéen, associé à une meilleure évolution cognitive, la prise en charge de l'hypertension artérielle qui diminue le déclin cognitif, le risque de démence, et l'activité physique qui agit sur la composante musculaire de la fragilité. Les études qui sont le plus attendues, et elles sont encore trop peu nombreuses, ce sont les études qui combine différentes actions, qui ciblent plusieurs facteurs. Toutes ces études n'ont pas rapporté des effets positifs. Il y a l'essai Finger, qui est bien connu, qui a été le premier à montrer un effet sur le maintien des performances cognitives chez des personnes qui étaient à risque de démence, en ciblant stimulation cognitive, sociale, prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et métabolique, nutrition, activité physique. Mais toutes les études n'ont pas démontré d'effets positifs. Alors c'est pas parce que nécessairement il faut tout remettre en question et que finalement ces facteurs dont on pensait qu'ils étaient protecteurs ne le sont pas. C'est tout simplement que les études interventionnelles qui ciblent de multiples facteurs sont vraiment très très difficiles à mener, et les limites méthodologiques inhérentes aux études interventionnelles expliquent probablement ce manque d'effet, et notamment le fait que c'est difficile de mener un essai contrôlé randomisé sur 2000 personnes suivies pendant 10 ans. Or c'est comme ça idéalement qu'on devrait qu'on serait en mesure de mettre en évidence ces effets. Voilà. Donc je termine puisque le temps court, en insistant sur le fait qu'aujourd'hui on a de plus en plus de raisons de penser que la prévention, en fait, elle doit être probablement plus efficace si on cible le curseur dès 40-50 ans. L'action doit être une action qui cible de multiples facteurs plutôt qu'un seul facteur.
dont l'effet à lui seul est forcément modeste. Et en particulier, il est important de cibler les populations de faible niveau socio-économique en agissant à la fois sur les comportements de santé et les milieux de vie, y compris sur le plan social. En parallèle, le système de surveillance épidémiologique doit aussi s'améliorer pour être en mesure de dépister ces signes précurseurs, ce qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure de faire. Et voilà. Et puis peut-être un mot pour dire aussi que prévenir dans le vieillissement, c'est pas seulement s'intéresser à la population âgée, mais c'est aussi s'intéresser aux personnes qui entourent, et ça a été dit aussi en introduction, qui constituent l'entourage de ces personnes, les aidants familiaux, hein, prévenir la santé, avoir des actions pour prévenir le vieillissement en santé, c'est aussi faire en sorte que les aidants qui sont au chevet entre guillemets de ces personnes âgées vieillissantes soit elles aussi conservent aussi une santé la meilleure possible, et puis compte tenu de la démographie médicale peut-être aussi s'intéresser au personnel soignant qui eux aussi sont amenés à accompagner ces populations. Voilà, désolée pour la fin, je suis allée un petit peu vite, peut-être que ma conclusion a manqué de clarté, mais voilà, on va s'intéresser aux questions. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est important de rappeler que la prévention n'a pas d'âge, qu'il faut commencer à tout moment. Les maladies d'un côté, le vieillissement de l'autre, c'est deux choses distinctes. Donc, on va commencer à prévenir les maladies au cours de son vieillissement, puisqu'on commence très jeune, et que finalement, les maladies, c'est important, les comorbidités sont importantes, mais il y a le reste aussi, vous l'avez dit, qui est très important. Je crois que nos autres oratrices pourront compléter un peu ce propos. En attendant, je pense qu'il y a la place quand même pour une question, parce que c'était très dense, il y a beaucoup d'informations. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. J'ai l'impression que vous avez tout dit. Presque. Bon, n'hésitez pas, comme on va continuer, si jamais il y a une question qui revient, vous êtes toujours en possibilité de faire croiser les interventions. Donc, je vais passer maintenant la parole à nos deux autres interlocutrices qui vont se succéder, je pense, l'une puis l'autre, qui vont parler finalement d'une sorte de mise en œuvre de qu'est-ce qu'on peut faire pour justement avoir un vieillissement en santé. Alors je dis juste un petit commentaire parce qu'on nous l'a rapporté. Le mot bien vieillir dérange parfois certaines personnes, hein, parce que certains se sentent dans l'obligation de bien vieillir, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde puisqu'il y en a qui ont des pathologies. Donc le mot de vieillissement en santé commence à être de plus en plus souvent utilisé plutôt que le bien vieillir. Voilà, donc c'est un petit synthèse de beaucoup de choses qui ont été dites, et je sais que le professeur Tchala ici, on a eu de nombreuses discussions avec ça. Donc je vous laisse la parole. Donc vous allez présenter le gérontopole de la région. Oui, bonjour à tous. Merci au comité d'organisation de donner l'opportunité, donc au travers de ma personne, de parler du gérontopole Nouvelle-Aquitaine et surtout d'intervenir sur ce sujet important qui est comment bien vieillir en bonne santé, et notamment sur le plan en santé mentale. Donc moi je m'appelle Marie-Pierre Janaillac, je suis donc responsable du pôle appui à la recherche au sein du gérontopole, et je vais commencer par vous présenter rapidement le gérontopole Nouvelle-Aquitaine, donc qui est une structure qui est un groupement d'intérêt public qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine, l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui sont nos membres fondateurs. Alors le gérontopole en tant que gérontopole existe effectivement, est assez récent puisqu'il existe depuis 2 ans officiellement, mais il est issu d'une structure beaucoup plus ancienne qui était un Living Lab en santé autonomie qui s'appelait Autonome Lab, et qui était à l'origine basé à Limoges. Donc le siège social du gérontopole est toujours à Limoges et on a une antenne sur Bordeaux. Aujourd'hui, le président du gérontopole est Alexandre Petit, donc qui est directeur PDG de la structure Allogia, qui est dans le secteur de l'habitat. On a à peu près 230 adhérents à ce jour. Un conseil scientifique qui est présidé par Isabelle Bourdelle-Marchasson, qui est composé de 18 membres, issus des différentes universités du territoire et avec des composantes pluridisciplinaires. Une équipe de 10 permanents.
Et donc l'implantation, j'en ai parlé. Donc le conseil scientifique présidé par Isabelle Bournel-Marchasson a retenu une thématique qui est la prévention, la promotion de la santé et du soin pour un meilleur vieillissement, avec 3 axes prioritaires: l'exercice physique et la nutrition, les interventions psychosociales, les nouvelles technologies liées à la santé. Nos adhérents sont répartis sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a différents collèges avec une représentativité de tout l'écosystème, que ce soit de la recherche, de la formation, du monde économique, du secteur médico-social, du monde sanitaire. Enfin voilà, une représentation des mutuelles, des collectivités territoriales qui ont aussi un rôle important à jouer dans ce secteur du vieillissement. Les ambitions du Gérontopole, ses principales missions, c'est avant tout de fédérer les acteurs de notre écosystème, des partenaires, d'impulser des projets de recherche, de valoriser des initiatives innovantes, des expérimentations qui se passent sur notre territoire, donc d'innover et d'accompagner le développement économique. Il y a beaucoup d'initiatives sur ce sujet-là en Nouvelle-Aquitaine et on essaye au niveau du Gérontopole d'accompagner ces démarches, donc sur des projets qui sont toujours des projets collaboratifs, qui associent les usagers. Et quand on dit les usagers, ça peut être les professionnels eux-mêmes, ça dépend effectivement des projets, c'est pas toujours la personne, le patient, c'est aussi des professionnels du soin et de santé. Le Gérontopole est organisé par pôle. Donc on a un pôle appui à la recherche, un pôle appui aux politiques publiques et territoriales, un pôle formation à l'attractivité des métiers. On est plutôt orienté sur les métiers du domicile et notamment tout ce qui va donc concerner le secteur de l'aide à domicile. Un pôle partenariat et développement, un pôle innovation qui est aussi très très important chez nous, et le pôle Europe qui là aussi est historique dans la structure et qui est une composante vraiment importante. C'est pour nous, on a en ce moment actuellement 3 projets européens en cours sur ces thématiques du vieillissement en santé. C'est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays européens, d'échanger sur nos pratiques. Parce que on pense toujours à aller voir ce qui se passe ailleurs, mais on fait aussi des choses qui intéressent les autres pays européens et qui se passent en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est important d'avoir ce regard aussi extérieur pour s'enrichir mutuellement. Donc j'en reviens au propos du jour, vieillissement en bonne santé, quelle stratégie de prise en charge à domicile. Donc quelques éléments de contexte que vous connaissez certainement. Depuis 2018, il y a une feuille de route de santé mentale et de psychiatrie qui est en cohérence avec la stratégie nationale de santé et notamment vieillir en bonne santé 2022, mais qui va se poursuivre avec 3 axes: promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique. Donc on est bien sur le volet prévention. Garantir un parcours de soins coordonné, améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale. Et il y a notamment sur ces différents axes beaucoup d'actions et un focus sur les personnes âgées au niveau de l'action 8 pour promouvoir la santé mentale des personnes âgées. Cette stratégie nationale, elle s'est déclinée évidemment au niveau des régions et au niveau du territoire de Nouvelle-Aquitaine au travers des projets territoriaux de santé mentale avec 6 priorités qui ont été fixées. Le repérage précoce des troubles psychiques, un diagnostic et un accès aux soins et aux accompagnements psychosociaux et médico-sociaux en conformité avec les recommandations des bonnes pratiques. Un parcours de santé, de vie, de qualité et sans rupture. L'accès aux soins somatiques. La prévention et la prise en charge des situations de crise et d'urgence. Le respect et la promotion des droits, du pouvoir d'agir et de la lutte contre la stigmatisation. Et des actions sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de santé mentale. Quelques chiffres, alors qui sont nationaux mais qui se retrouvent aussi sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Plus de 20% des adultes de 60 ans et plus souffrent d'un trouble de santé mentale ou neurologique, dont la dépression est la plus fréquente. Un tiers des suicides concernent des plus de 65 ans. Et évidemment que la crise sanitaire liée au Covid n'a fait qu'accentuer ces phénomènes auprès des seniors et aussi de leurs aidants.
Donc, promouvoir la santé mentale des personnes âgées, c'est aussi mieux informer les seniors sur les moyens et les outils pour conserver une bonne santé mentale. Donc, il y a la CNSA qui a développé un portail pour les personnes âgées où il y a un onglet des informations spécifiques sur le vieillissement en santé mentale et les solutions, les propositions d'action, de prévention qui sont mentionnées. Repérer les fragilités et prévenir l'isolement. Donc là, il y a différentes actions qui peuvent être possibles, dont l'expérimentation ICOP, qui est un programme international de prévention de la perte d'autonomie axé sur le dépistage multidimensionnel du déclin fonctionnel. Les équipes mobiles qui interviennent au domicile des personnes âgées, et je laisserai le docteur Cardino en parler tout à l'heure. Un temps de psychologue dans les SIAD, dans les SAD, la formation au premier secours en santé mentale centrée sur la personne âgée. C'est important aussi de former les aidants et les aidants professionnels au repérage, aux signes, à l'alerte sur ces premiers signes. La prévention sur le plan psychique, donc c'est donc prendre soin de soi et si possible, le professeur Amieva l'a évoqué dans sa présentation, conserver une activité physique régulière d'intensité modérée, adaptée en fait à ses capacités, avoir une alimentation équilibrée, entretenir des liens sociaux afin d'éviter effectivement d'être isolé et de se renfermer, pratiquer des activités qui font plaisir, qui sont source de plaisir, de loisirs, de la culture, s'intégrer dans des associations, enfin voilà, et donc de repérer des signes qui peuvent faire penser à des troubles psychiatriques ou neurodégénératifs pour qui peuvent apparaître. Je vais vous zoomer un petit peu sur le programme ICOP, donc qui est un programme de soins intégrés de la personne âgée, un programme international qui a été qui commence à être connu donc depuis 2019. Donc en France, le centre de référence est à Toulouse, au CHU de Toulouse et au niveau du Gérontopole de Toulouse avec le professeur Velas. C'est une approche globale, coordonnée des soins primaires, donc qui vise à prévenir, à ralentir ou à inverser la diminution des capacités fonctionnelles. Donc, dans les capacités fonctionnelles, c'est à la fois les capacités intrinsèques et les caractéristiques de l'environnement. L'objectif, on est bien là pour prévenir ces incapacités et même s'il y a des signes qui commencent à apparaître, il y a un retour en arrière qui peut être possible quand on est encore suffisamment, quand l'alerte est suffisamment précoce. Donc l'objectif, diminuer le nombre de personnes âgées dépendantes. La méthode, c'est surveiller ses capacités fonctionnelles, et donc avec un programme en 5 étapes. Donc je vous les présente rapidement et je vais revenir un petit peu sur chacune d'entre elles. La première étape, c'est évidemment le dépistage. Une deuxième étape, donc avec le dépistage, avec une grille assez simple de quelques questions qui prennent une dizaine de minutes maximum. L'évaluation en cas de signes de fragilité dépistés, qui va être beaucoup plus approfondie, qui sera faite par un professionnel. Suite à cette évaluation, il est proposé un plan de soins, un plan de prévention, adapté en fonction des souhaits de la personne, de ses plaisirs, de ses loisirs, de ce qui va la motiver en fait. Et donc un fléchage sur ce parcours de soins et de suivi. Et tout ça nécessite, même s'ils appellent ça l'étape 5, en fait c'est une étape qui doit se faire plutôt dès le départ, où on va impliquer l'ensemble des acteurs d'un territoire à se coordonner, à identifier aussi des actions de prévention qui peuvent se dérouler sur ce territoire pour effectivement, quand on propose le plan de soins, avoir connaissance de ces outils, de ces actions et pouvoir les proposer à la personne. Si je zoome un petit peu sur l'aspect dépistage, donc sur cette fameuse grille, j'espère que c'est suffisamment lisible. Oui, vous voyez qu'il y a différents items, et ces items, il y en a 3 qui concernent la santé mentale, puisqu'il y en a 2 sur des critères cognitifs, 1 sur des critères psychologiques, donc qui permettent déjà d'alerter sur la santé mentale de la personne. Et sur des choses très simples, des petites questions, des petits tests que vous connaissez certainement. Donc ICOP, ce premier step, c'est alors
ce dépistage, il peut être fait en auto-dépistage, soit via une application qui s'appelle ICOP Monitor, qui a été développée donc par Toulouse. Donc la personne peut en autonomie faire ce test elle-même, ou accompagnée par un tiers, un aidant, un proche, une aide à domicile ou autre, qui va l'accompagner via cette application ou via un questionnaire papier. Sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, on a plusieurs acteurs qui ont mis en place des démarches de type ICOP et donc qui sont en mesure d'accompagner la personne âgée ou son aidant, parce que la cible d'ICOP, je l'ai pas dit et j'ai eu tort, mais on est plutôt sur des personnes de 60 ans. L'objectif, c'est vraiment 60 ans. Aujourd'hui, ICOP est plutôt utilisé par des personnes qui ont autour, on va dire, de 75, mais vraiment la cible, c'est 60 ans, donc c'est en train de baisser. Et ICOP commence à atteindre vraiment la cible originelle, si je puis dire. Donc voilà, donc cette application ou un questionnaire papier qui va être renseigné. Si ce questionnaire, si le retour est positif, s'il n'y a aucune alerte, va très bien. On sera amené à refaire ce test, idéalement tous les 6 mois, mais au moins une fois par an. Et si par contre il y a une alerte sur une des questions, à ce moment-là, cette alerte, si on est passé par l'application, elle va être aidée directement dans la base de données. Il va y avoir une alerte automatique auprès des professionnels. Donc il va y avoir un rappel de la personne, etc. Si c'est un formulaire papier, ce formulaire, il va être envoyé, la personne qui l'aura complété, il y a des coordonnées, il y a une adresse, ou si c'est un tiers qui l'a fait, il va en alerter les professionnels du territoire qui ont mis en place la démarche pour revenir vers la personne et faire cette évaluation donc de step 2 qui sera faite toujours par un professionnel de santé, un médecin, une infirmière formée à ICOP. Et suite à cette évaluation, donc un plan de soins étape 3 va être proposé à la personne pour essayer de travailler sur ses points faibles et revenir à un état normal de sa fragilité. Voilà, plus une réévaluation tous les 6 mois, voire ou tous les ans éventuellement. D'autres actions donc de prévention peuvent être engagées. Il y a beaucoup l'accompagnement social est important au niveau des communes qui peuvent proposer des accompagnements à l'extérieur, d'aller chercher les personnes chez elles quand elles ne conduisent plus, par exemple, ou qu'elles n'ont pas de solution de mobilité à proximité de leur domicile, pour éviter cet isolement. Il y a également des activités de loisirs culturels, sportives qui peuvent être adaptées en fonction des choix de la personne. Des activités qui vont favoriser le maintien en bonne santé, des ateliers de prévention qui sont proposés aussi beaucoup par les caisses de retraite aujourd'hui ou les mutuelles. De plus en plus, les personnes reçoivent un courrier, un mail pour les inviter à venir participer à ce type d'action. Au niveau de l'habitat également, c'est une dimension importante. Les personnes se retrouvent souvent seules dans leur maison, isolées, surtout quand on est en milieu rural. Et donc, il y a des formes alternatives d'habitat qui peuvent être proposées. De l'habitat partagé, de l'habitat intergénérationnel, collectif. Une alternative à de l'habitat individuel qui va permettre à la personne également de sortir de cet isolement et donc d'éviter de se sentir mieux au niveau social. De l'accompagnement numérique à l'utilisation d'Internet, vous savez tous, il y a beaucoup d'applications sur support smartphone, tablette ou autres qui permettent de faire de la stimulation cognitive pour stimuler sa mémoire notamment. Et tout cela peut aussi se dérouler dans des tiers-lieux, dans des lieux de vie collectifs où on invite les personnes à venir se rencontrer sur des cafés associatifs avec une thématique qui va les motiver, puisque je l'ai dit sur une autre slide, l'important c'est de continuer à se faire plaisir, à trouver du plaisir dans les activités qu'on va faire. Il y a aussi des associations, des communes via des CCAS qui font des appels de convivialité qui sont faits par des bénévoles ou par des services civiques. Et il y a notamment le dispositif Service Civique Solidarité Senior qui existe et qui peut être utilisé. Voilà ce que je voulais vous partager au niveau de la prévention du bien-être en santé mentale des seniors. Merci de votre attention.
Bonjour à tous. Je vais essayer d'être un peu plus courte. En tout cas, merci Benjamin et Achille de me laisser l'occasion de vous présenter ce qu'on fait donc à l'UPSAV. Et d'abord, je vais vous présenter l'équipe, les projets qu'on fait et les différents axes de prévention. Alors, bon, tout d'abord, l'UPSAV est né fin décembre 2009, en fait, dans un contexte de vieillissement de l'ex-région Limousin, avec à peu près 21% de la population qui a plus de 60 ans. Voilà, ces personnes âgées sont essentiellement en fait domiciliées dans la région de Limoges, avec environ 18%. Également, on constate que ces personnes âgées sont fortement hospitalisées, notamment au CHU de Limoges, avec 43% des patients hospitalisés qui ont plus de 65 ans et plus. Et pour les plus de 75 ans, ça concerne 28%. Il y a 10 ans, on était à peu près à 21%. Alors, je vais passer vite sur la notion de fragilité parce que vous la connaissez. Donc, on sait, plus il y a de personnes âgées, plus il y a un risque d'avoir de personnes âgées fragiles et préfragiles. On sait que lors d'un stress, qu'il soit physique ou psychique, ces personnes âgées sont susceptibles de masquer un état de vulnérabilité et en fait et d'entrer dans la dépendance. On sait que la fragilité, c'est une étape intermédiaire. En fait, elle est considérée comme préalable à la dépendance. Mais on sait aussi que l'âge, c'est pas le seul facteur. Et on sait également que la fragilité est réversible par des actions de prévention primaire, comme on en a parlé tout à l'heure, ou des actions de prévention secondaire. Une personne âgée fragile peut redevenir préfragile si on met en route des actions de prévention secondaire, et la personne âgée qui est préfragile peut revenir robuste si on met des actions de prévention primaire. Alors, donc l'UPSAV, ça veut dire unité de prévention, de suivi et d'analyse du vieillissement. Donc nous, on est une équipe mobile extra-hospitalière rattachée donc au court séjour du CHU de Limoges dans le pôle de gérontologie. Voilà. On réalise en fait une évaluation gériatrique globale au domicile de la personne âgée qui a plus de 65 ans, qui est polypathologique ou plus de 75 ans. On fait un suivi des personnes pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, on fait le point avec la personne et son médecin traitant pour savoir si on poursuit ou pas le suivi. Alors, les différents objectifs, c'est de prévenir et d'accompagner le risque de rupture d'autonomie de la personne âgée, favoriser son maintien à domicile, diminuer les hospitalisations ou les réhospitalisations avec passage par les urgences, évaluer l'impact sanitaire, social et économique de la prévention au grand âge. Au CHU de Limoges, ce que j'aime dire, c'est qu'on est l'UPSAV-Mère. Il y a 2 autres UPSAV en Haute-Vienne et 4 autres en Creuse. L'équipe, elle est pluridisciplinaire. Il y a des médecins, il y a des infirmières. On a maintenant, depuis 1 an, une infirmière de pratique avancée qui va vous faire une présentation, je crois, en fin de journée. On a également des ergothérapeutes, des psychomotriciens, une assistante sociale, un attaché de recherche clinique. Alors, comment ça se passe pour demander notre passage à domicile? En fait, ça peut être la personne elle-même, ça peut être sa famille, ses aidants, personnels ou professionnels. Ça peut être mes collègues du service de gérontologie, soit de la consultation, soit des urgences, soit des services hospitaliers. Ça peut être la MSPA avec qui on a une forte collaboration. Ça peut être les autres professionnels libéraux de la ville. On a des conventions avec l'HDJ Baudin et la Chénée, ce sont 2 centres de rééducation privés, le conseil départemental, les sapeurs-pompiers, les caisses de retraite et mutuelles, les HAD, les SIAD, les associations d'aide à domicile. Alors la demande, elle est faite auprès de notre secrétariat. Voilà, elle est validée par moi-même. Si je vois que la demande n'est pas en adéquation avec nos missions, nous réorientons la personne. Après, la secrétaire programme en fait l'évaluation à domicile. Si le patient est connu de la filière, c'est-à-dire s'il a été vu par un gériatre, en fait, c'est l'infirmière qui se déplace avec soit l'ergothérapeute, la psychomotricienne ou l'assistante sociale, selon le besoin. Si le patient n'est pas connu de la filière, en fait, l'évaluation est réalisée par le médecin et l'IDE. Après l'évaluation, on a un staff 1 fois par semaine. En fait, la situation est discutée donc en staff pluridisciplinaire et le plan de soins est proposé en accord au patient, à sa famille et avec le médecin traitant. Et secondairement, on peut avoir également un passage donc de l'ergothérapeute
par exemple pour de l'adaptation du domicile, de la stimulation cognitive, la psychomotricienne pour favoriser les sorties, reprendre du lien social, ou l'assistante sociale s'il y a une problématique. Et également, depuis 2 ans maintenant, on a une pharmacologue qui peut intervenir en fait à la demande des médecins traitants pour faire en fait ce qu'on appelle une révision de l'ordonnance pour prévenir la iatrogénie. Voilà. Et on fait donc du coup un suivi, on passe une première fois, on repasse à 6 mois, à 1 an et à 1 an. Ça fait à peu près pour une durée totale de 2 ans. Alors, nos différentes missions. On a 3 missions principales, donc en fait dépister les personnes âgées fragiles, prendre en charge les maladies chroniques, alors notamment la chute, les troubles neurocognitifs, l'insuffisance cardiaque et le diabète, et prévenir la iatrogénie. Après, on a une mission transversale sur ces 3 missions, tout ce qui est action de formation auprès de la faculté, du grand public, ainsi que des aidants. On participe à des protocoles de recherche et également on réalise des projets d'innovation. Alors, dans cette première partie, dans notre première mission pour dépister les personnes âgées fragiles, donc on réalise une GG à domicile, donc avec une évaluation socio-environnementale, une évaluation de l'autonomie, de la qualité de vie, des antécédents, des traitements. On vérifie avec l'échelle de Maurice Kendry l'observance médicamenteuse. On évalue les fonctions cognitives et thymiques en faisant un MMS, un Dubois, un horloge, l'effluence verbale, la GDS ou mini-GDS, et l'échelle de Cornell. On fait également une évaluation nutritionnelle, on évalue la fragilité, l'évaluation des capacités physiques, on peut proposer un bilan sanguin, également on réalise un examen clinique. En fait, toutes ces données de l'évaluation gériatrique globale, en fait, elles sont notées, on va dire, elles sont prises sur un outil informatique. Et cet outil, nous sommes en train de changer, et ça va être l'outil PACO Globule, qui va nous permettre, en fait, d'améliorer notre coordination avec le médecin traitant et les autres professionnels libéraux de la ville. Également, nous avons travaillé avec les sapeurs-pompiers, en fait, pour repérer les personnes âgées fragiles qui chutaient et qui étaient laissées à domicile. En fait, les pompiers, lorsqu'ils intervenaient, que la personne n'était pas amenée aux urgences, en fait, on a travaillé avec eux sur une grille de repérage des personnes âgées fragiles. Et si, en fait, ces personnes âgées étaient fragiles, ils proposaient le passage UPSAV. Également, nous proposons un programme d'éducation thérapeutique pour la personne âgée polypathologique. Il y a 15 ateliers, notamment avec des ateliers pour de la stimulation cognitive. C'est un programme donc qui est fait au domicile des personnes âgées et également réalisé en hôpital de jour SSR. Alors, aussi dans nos missions, nous faisons des projets d'innovation et nous avons proposé, c'était en 2017, le projet Café Atelier Autonomie. Il était financé suite à un appel par la conférence des financeurs et nous sommes basés en fait pour construire l'atelier en fait sur les 6 capacités intrinsèques de l'OMS. C'était des ateliers, il y en avait 10 qui ont été réalisés en fait sur 4 groupes. Il y avait un groupe en milieu urbain sur Limoges, 2 en milieu semi-ruraux et 1 en milieu rural. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nos données de l'EGG en fait sont collectées. Ça nous a permis de faire une cohorte qui a débuté au 1er janvier 2010 jusqu'au 31 août 2017 avec 1086 patients. Donc, les critères d'inclusion, c'était les critères d'inclusion de l'UPSAV. Et son objectif était de déterminer les facteurs associés à l'évolution des profils de fragilité chez les personnes âgées à domicile en population générale. Et on a vu que cette population était essentiellement préfragile, qu'elle avait comme facteur de risque de perte d'autonomie l'hypertension, la présence de troubles neurocognitifs et une altération thymique. Alors, dans cette deuxième partie de présentation, je vais vous présenter en fait comment on souhaite implémenter le programme ICOP que vous a présenté Madame Janayak tout à l'heure. Alors, le recrutement, donc nous, ce serait pour les personnes qui ont 60 ans et plus, qui ont des ADL supérieurs ou égales à 4, et en fait qui habitent les communes de Limoges et de Panazol. Donc on commence par 2 communes parce que nous sommes un moyen constant. Donc ces patients seront adressés par les CCAS de ces 2 communes ou ce seront également les aidants de nos patients UPSAV. Alors, le step 1 donc sera réalisé donc par l'application ICOP Monitor et non sur papier comme c'est fait dans certaines unités ou par l'application ICOP Monitor. Alors,
Voilà. Donc, Madame Jannek vous a montré le step 1 qui explore la mobilité, la mémoire, la nutrition, l'humeur, la vue et l'audition. La gestion des alertes, en fait, elle sera réalisée par l'infirmière de l'UPSAF, parce qu'en fait toutes les données en fait qui seront saisies donc sur ces sur cette application vont constituer une base de données sécurisée. Donc la gestion des alertes sera faite par l'infirmière coordonnatrice. Donc elle évaluera les domaines explorés et s'il y a une anomalie, ça peut être soit un conseil téléphonique ou après avis du médecin gériatre déclencher le step 1, c'est-à-dire le step 2 à domicile. Dans tous les cas, cela se fera avec l'accord du patient et un courrier sera envoyé au médecin traitant pour l'informer. Alors, la step 2, donc ce sera notre infirmière de pratique avancée qui réalisera le JG à domicile, avec, comme vous voyez, exploration du domaine de la mobilité, du cognitif, de la nutrition, de la thymique, de l'autonomie, socio-environnementale, un examen clinique, une recherche d'un déficit neurosensoriel et un recueil des antécédents et des traitements. Un exemple, par exemple, dans le step 3 et le step 4, elle pourra proposer sur le plan cognitif, donc après exploration, mais ça pourrait être un bilan en hôpital de jour ou une consultation mémoire. Ça pourrait être également proposer l'intervention de l'ergothérapeute ou de la psychomotricienne, donc pour des activités de stimulation cognitive, pour favoriser en fait que la personne puisse reprendre des sorties, reprendre du lien social ou proposer le programme d'éducation thérapeutique. Dans tous les cas, il y aura le plan de soins sera proposé suite à un staff pluridisciplinaire et en accord avec la personne et le médecin traitant. Donc pour résumer ce projet, donc la step 1 avec le dépistage des fragilités donc serait réalisé par les CCAS de la ville de Limoges et de Panazol. Également, il sera proposé aux aidants des patients UPSAV. Donc, à ce moment-là, il y aura la création du dossier sur l'application et la remise de la notice d'information. La gestion des alertes sera réalisée par l'infirmière coordinatrice de l'UPSAV, donc au CHU de Limoges, qui déclenchera la step 2, qui sera réalisée par notre infirmière de pratique avancée. Il y aura un plan de soins qui sera proposé donc aux patients en accord avec lui et les différents professionnels libéraux qui gravitent autour de lui, avec proposition peut-être de consultation, d'un bilan, ou de passage en fait d'autres membres de notre équipe. Et comme tu l'as dit Marie-Pierre, en fait, l'implication des collectivités et des soutiens des aidants se fait tout au long en fait de ces différentes étapes. Voilà. Merci. Désolée d'être toujours là pour le temps, mais je pense que dans le public, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, je dis bravo en tout cas pour ces présentations. On voit qu'il y a une grosse structuration, organisation. Enfin, ça paraît très structuré. Vous êtes d'accord? Mais je ne sais pas si vous avez tout compris. Donc, il y a peut-être une question que vous aimeriez poser pour faire préciser un point. Sinon, je pense que ces personnes seront à votre disposition, que ce soit pour le Gérontopole, donc qui est un peu neuf, mais qui se structure très bien, que ce soit pour ICOP qui se développe partout. J'ai envie de dire dans le monde, y compris dans le Limousin. Donc, c'est très bien expliqué. Donc voilà, une question? Bon, alors on va peut-être passer sur la troisième. Rassurez-vous, je vous proposerai encore des questions à la fin de la troisième, si jamais elles arrivent. Où on va être plutôt sur la partie maintenant, on va dire socio-environnementale, avec une société inclusive. Donc c'est la Fondation Médéric qui va faire état de travaux sur lesquels elle est en ce moment, sur cette société inclusive dont on parle beaucoup. C'est peut-être l'occasion d'essayer de bien comprendre ce que c'est, éventuellement également de poser des questions. Donc on est sur la partie plutôt maintenant inclusion. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup aux différents intervenants précédents parce qu'il y a plein de choses que je vais pas avoir besoin de dire. Merci beaucoup aux organisateurs. Donc moi, je vais parler de société inclusive et plus spécifiquement de la société inclusive pour la personne âgée qui est touchée par la maladie d'Alzheimer. Mais vous allez voir que les notions que je vais aborder, les exemples que je vais donner, peuvent s'appliquer à toutes les sociétés inclusives parce que vous allez voir aussi qu'il y a plein de sociétés inclusives différentes parce que chacun veut sa société inclusive. Moi, je vais parler de celle d'Alzheimer, mais il y a celle pour les personnes malentendantes, pour tous les types de handicap, pour toutes les pathologies. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement la Fondation Médéric Alzheimer.
Donc, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1999. Et en fait, les fondateurs avaient conscience que la maladie d'Alzheimer allait devenir un phénomène de société, avec la transition démographique qui s'annonçait et la difficulté à trouver un traitement qui soit préventif ou curatif. Et ils ont du coup souhaité agir pour les personnes malades maintenant et leurs aidants via le prisme des sciences humaines et sociales, les interventions non médicamenteuses, et leur objectif c'était de diffuser ces pratiques-là aux professionnels de terrain, parce qu'ils ont considéré que c'était possible d'améliorer de manière significative la prise en compte des besoins et la qualité de vie des malades et de leurs proches grâce aux sciences humaines et sociales. Alors, cette slide fait un peu peur, mais en fait, nos actions principales, donc nous, on finance des actions, qu'elles soient en lien ou pas avec la société inclusive. Voilà, on finance par exemple des thèses, si vous connaissez des étudiants qui veulent continuer soit une 4e année de thèse, soit une thèse complète, on peut financer ça. On finance aussi différents appels à projets autour de l'hôpital Alzheimer Friendly, j'y reviendrai, autour des INM, etc. On a un observatoire qui mène différentes enquêtes, des enquêtes métiers, des enquêtes thématiques, voilà, notamment l'enquête des dispositifs, qui recense tous les dispositifs et toutes les structures qui proposent un accompagnement spécialisé dans la prise en charge de la personne Alzheimer. On a aussi en cours une enquête sur les colocations et justement l'habitat inclusif et alternatif. Voilà, les résultats seront présentés bientôt. Et on a aussi une action de plaidoyer autour de 4 grands sujets. Donc la prévention, sujet primordial dont on a parlé. Donc le plaidoyer, c'est vraiment des actions auprès du grand public, mais aussi des pouvoirs publics. Donc on a un peu cette double casquette. Donc la prévention, on a fait une campagne de prévention qui a été assez reprise dans les gares, dans les métros, à la télé, etc. L'accompagnement, les interventions non médicamenteuses et l'habitat. Je vais pas vous assommer de chiffres, voilà, vous en avez déjà assez eu, je pense, dans les interventions précédentes. L'idée, c'était juste de vous montrer que, et je pense que vous le savez, il y a plus d'1 million de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer actuellement en France, et ce chiffre va doubler d'ici 2050. Donc voilà, on va vivre durablement avec cette maladie, malheureusement. Donc la société inclusive. Nous, on est parti de la définition de Charles Gardou, qui est professeur d'anthropologie à l'université Lumière Lyon 2, qu'il cite dans son ouvrage « Il n'y a pas de vie minuscule ». Et donc la définition, c'est une société inclusive, c'est une société sans privilèges, exclusivité et exclusion. Donc il y a du travail. Donc dans une société inclusive et idéale, la personne malade doit rester citoyen à part entière, elle doit conserver l'ensemble de ses droits, elle doit participer à la vie publique et politique. Je dis elle doit, mais en fait je devrais dire elle peut, si elle veut, toujours. On reprend la célèbre citation « pas de décision sur moi sans moi ». Donc c'est vraiment la personne malade qui doit rester actrice de toutes les décisions qui sont prises, que ce soit à propos de sa santé, mais à propos de tous les autres aspects de sa vie. Et donc, l'objectif, c'est de conserver une vie la plus normale possible, être acteur et citoyen dans la cité. Et je parle aussi bien des personnes malades d'Alzheimer à domicile ou en EHPAD. Voilà. En EHPAD, on conserve ses droits civiques. Et évidemment, les aidants, vous le savez, sont des personnes essentielles à l'heure actuelle dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Donc, toujours dans une société inclusive et idéale, les aidants doivent être reconnus et soutenus. Donc, pour résumer tout ça, la société inclusive, c'est une société qui sensibilise et qui informe tous les citoyens à la maladie d'Alzheimer et à ses conséquences. Nous, on a eu récemment
une aidante qui refusait, par exemple, d'aller dans un restaurant qui est absolument inclusif parce qu'il est au village de Dax, vous savez, le village Alzheimer. Et en fait, le restaurateur fait vraiment tout son possible et hyper accueillant, justement, pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Mais l'aidante en question en avait assez de recevoir des réflexions des autres clients qui ne posent pas, qui sont pas forcément malveillants, mais juste avoir un enfant qui dit ah mais pourquoi le monsieur là-bas mange avec les mains, bah c'était désagréable pour elle. Donc voilà, même dans des endroits inclusifs, on peut avoir ce genre de réflexion. Donc l'objectif de la société inclusive, c'est vraiment que toutes les personnes soient sensibilisées à la maladie d'Alzheimer et un regard bienveillant. Je vais vous citer un exemple, une action qu'on aime beaucoup, c'est le musée inclusif. Donc là, c'est au Palais de Tokyo et c'est, vous savez, un musée qui propose pendant quelques heures une plage réservée aux personnes Alzheimer et à leurs aidants, avec des adaptations, il y a des médiateurs, il y a une lumière adaptée, etc. Et en fait, ça, c'est l'inverse d'une action inclusive. Pourtant, c'est une action qui est absolument nécessaire, qui fait du bien, enfin voilà, nous on la soutient beaucoup à la Fondation, mais c'est une société, enfin c'est vraiment une action exclusive en fait. Donc l'inverse de l'inclusion, parce qu'elle est réservée à des personnes Alzheimer. Cette action-là, en fait, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, mais il y a certaines actions qui sont considérées comme inclusives et en fait qui sont stigmatisantes. Donc voilà, c'est une notion qui est un peu subtile et c'était aussi important de vous montrer que c'est une notion qui est en constante évolution. C'est-à-dire que quand c'est arrivé en France, la notion de société inclusive, ce genre d'initiative, c'est vraiment la panacée. C'était le top du top. Et maintenant, on se rend compte, on fait un peu, on rétropédale et on se dit qu'en fait, ça peut être stigmatisant. Donc c'est pour ça que c'est une notion qui évolue et qui est un peu subtile. Justement, d'où ça vient cette notion de société inclusive ? C'est pas du tout franco-français. On est plutôt, au contraire, carrément à la traîne sur le sujet. Et en fait, ça vient à l'origine du Royaume-Uni et des Pays-Bas, qui ont commencé à avoir des vraies démarches de société inclusive pour les personnes Alzheimer. Elles ont créé les Dementia Friendly Communities. Et à l'heure actuelle, il y a 30 pays, 13 millions de Dementia Friends dans le monde. Vous le voyez, pas en France. En France, c'est pas une priorité pour les pouvoirs publics. En revanche, vous allez le voir, il y a plein d'acteurs du terrain qui s'emparent de ce sujet et qui mettent en place plein de choses en fait. Et justement, qu'est-ce que la société inclusive à la Fondation Médéric Alzheimer ? En fait, on a commencé à parler de société inclusive en partenariat avec la Fondation de France. Et en fait, on a co-géré ce qu'on a appelé le projet pilote. Donc en fait, c'est un partenariat qui s'est fait en 2 temps, où justement, on a fait une étude de terrain, on est allé en Angleterre, on est allé en Belgique, on est allé au Royaume-Uni, et on a étudié plein d'initiatives qui se faisaient là-bas, et on les a évaluées, on les a thématisées, et en revenant en France, on en a financé 6. Donc je vais vous en parler après. Mais parmi ce qui est un peu ressorti de cette enquête, c'est 3 pistes différentes pour rendre la société plus inclusive. Donc il y a faire évoluer le regard sur la maladie, mobiliser les acteurs de proximité et faire en sorte que la parole individuelle et collective des personnes en difficulté cognitive soit entendue sur la scène publique. Donc, je vous ai mis des QR codes pour les résultats de ces enquêtes et les livrables en fait qu'on a sortis suite à ça. Et justement, il y a plein d'exemples que je vais reprendre ici et plein d'autres choses que vous pourrez voir si vous le souhaitez. Donc, pour faire évoluer le regard, nous on met en place,
voilà, je vais vous citer un peu plein d'exemples. Vous allez me dire, ça va faire un peu de liste à l'après-vert, mais ça va donner une idée un peu globale de ce que pourrait être la société inclusive. Donc, faire évoluer le regard, c'est, par exemple, des campagnes grand public. Ça se fait au Royaume-Uni. Donc, il y en a une, voilà, qui dit j'ai une démence, mais j'ai aussi une vie. Il y en a aussi une autre qui est assez connue, et je vais vous la raconter. En fait, ça commence, c'est dans une gare, et en fait, il y a un petit garçon avec son sac à dos dans une gare un jour de départ de grandes vacances, vous voyez. Et en fait, il est tout seul et il est perdu. On voit qu'il est perdu, il est paumé. Et très vite, il y a voilà, plein d'adultes qui vont vers lui, qui lui demandent où sont ses parents, etc., qui essayent de l'aider. Et ensuite, il y a la même scène avec une personne âgée qui a l'air tout aussi perdue. Et en fait, on voit que personne ne fait rien. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu bateau de dire qu'il faut faire des campagnes grand public, mais c'est une première étape qui nous semble importante, vu que l'objectif de la société inclusive, c'est vraiment de sensibiliser tout le monde. Ensuite, on a le prix Chronos Alzheimer. Donc ça, c'est un prix littéraire qu'on porte en partenariat avec l'UNIOPS. Et en fait, c'est des albums jeunesse qui sont présentés à des enfants. Et l'idée, c'est vraiment de se servir du livre comme outil de médiation. Parce qu'en fait, on est toujours très étonné de voir la quantité d'enfants. Donc là, on s'adresse vraiment à un public primaire, donc 6-12 ans, qui sont concernés directement par la maladie. Il y a plein de grands-parents malades. Et voilà, et on trouve que c'est important d'en parler dès le plus jeune âge. Il n'y a pas forcément dans le prix Chronos de notion d'intergénérationnel. Il peut, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment plus parler de la maladie aux enfants. Et voilà. Comprendre les conséquences que ça peut avoir, ce que c'est, etc. Donc voilà, on touche à peu près 150 écoles par an. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est un bon début. Le deuxième axe qu'on a retenu, c'est mobiliser les acteurs de proximité. Donc nous, et ça faisait partie du projet pilote, on a sensibilisé à la maladie d'Alzheimer des commerçants. Donc on l'a fait à Nice, on l'a fait à Rennes. L'objectif, c'est de sensibiliser à quoi? À repérer les personnes qui sont Alzheimer et quoi faire quand on en a en face de nous. Parce que c'est aussi comme ça qu'on évite des situations vraiment dramatiques de personnes qui fuguent ou qui disparaissent, alors qu'en fait, elles ont été vues par plein de personnes et qu'on peut identifier les personnes qui ont des troubles cognitifs. On a aussi formé les forces de l'ordre, à Versailles notamment, et avant la sensibilisation, on leur avait demandé s'ils étaient confrontés à une personne avec des troubles cognitifs, comment ils réagissaient. Ils nous ont dit exactement comme avec tout le monde. Donc on arrive frontalement à plusieurs et on entoure la personne. Moi je me suis dit c'est un peu angoissant déjà pour moi. Alors avec une personne un peu angoissée, c'est la cata. Donc voilà, on les a sensibilisés, notamment pour gérer les fugues, les errances, comment communiquer avec les personnes Alzheimer, etc. Les professionnels des transports, c'est compliqué de parler de ville inclusive ou de société inclusive si les personnes ne peuvent pas se déplacer en sécurité. Et ça peut être tout type de transport. Donc il y a eu des actions en Écosse, mais là nous on voulait vous parler d'une action qui a été faite en Angleterre à l'aéroport d'Heathrow, qui a formé ses 76 000 salariés à la maladie d'Alzheimer. On ne parle pas de formation très très aboutie, mais c'est 2 jours de formation, justement, comment repérer les troubles, comment communiquer avec une personne malade. Et voilà, l'idée c'est que chacun puisse prendre l'avion le plus sereinement possible et d'éviter tout moment compliqué d'angoisse, etc. Et on a aussi tout un volet aussi sur la vulnérabilité financière, donc avec les notaires et les banquiers, et pareil, comment s'adresser à une personne Alzheimer, comment si la personne justement a des troubles cognitifs, est-ce qu'elle peut ou pas effectuer certains actes importants
Voilà, donc ça aussi c'est un côté qu'on est en train de finaliser. Et je voulais vous parler aussi de l'hôpital Alzheimer Friendly. Donc je sais que certaines personnes ici savent déjà de quoi je parle, mais depuis 10 ans, avec la FHF, on finance un prix pour favoriser l'accueil et l'inclusion des personnes Alzheimer à l'hôpital. On sait que l'hôpital, c'est quand même un environnement un peu hostile. Et nous, on a à cœur de rendre ce séjour, que ce soit un séjour en urgence ou un séjour programmé, un peu moins compliqué. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'on finance des actions pour essayer de rendre ça un petit peu moins difficile, un petit peu moins douloureux. Et donc on a tout type d'actions. Ça peut être de l'aménagement des espaces, ça peut être de l'aménagement modifier sa signalétique. Ça peut être utiliser des interventions non médicamenteuses, tout ça. Donc voilà pour mobiliser les acteurs de proximité. Et le dernier axe pour faire de notre société une société plus inclusive, c'est faire entendre la parole des personnes malades. Donc on voulait vous parler d'une initiative qui s'appelle Ping Forever. Et en fait, c'est tout simplement un peu l'inverse de ce que je vous disais sur le musée. C'est-à-dire que là, c'est un club de ping-pong qui a dit « mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de personnes qui ont des troubles cognitifs dans mon club ». Et en fait, ils ont co-créé des moments, des cours, où en fait, il y a des personnes cognitives, avec des troubles cognitifs qui participent, mais aussi d'autres personnes. Donc voilà, c'est juste tout simplement, pour le coup, une action très inclusive. Les gens sont répartis en fonction de leur niveau et il n'y a pas du tout de notion de trouble cognitif, pas trouble cognitif. Et on voulait aussi vous parler d'un groupe d'expression. Donc, c'est un concept qu'on a créé avec Jean-Luc Noël, qui est psychologue clinicien. Et en fait, c'est un groupe qui est à mi-chemin donc qui est à destination des personnes malades et qui est animé par des personnes malades. Et qui est à mi-chemin entre le groupe de parole et le groupe de travail / lobbying. Voilà. Donc l'objectif, c'était vraiment de retrouver du plaisir à penser ensemble, parce que c'est des choses qui sont souvent enlevées aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Et enfin, on a créé un guide utilisateur pour iPad qui a été fait par et pour les personnes malades. Parce que justement, on parle beaucoup de fractures numériques des personnes âgées, qu'elles ne savent pas utiliser les outils numériques, etc. Et en fait, quand on leur apprend et quand elles arrivent elles-mêmes, parce qu'on les a formées, on les a accompagnées, et elles étaient très fières de ce guide, voilà, qu'elles ont écrit en fait pour elles et à destination d'autres personnes malades. Voilà un petit peu le tour d'horizon de ce qu'on voulait dire sur la société inclusive. Vous voyez, c'est un sujet très complexe qui touche vraiment toutes les couches de la maladie, toutes les couches de la société, pardon. Et voilà, j'ai repris un peu à mon compte les sujets auxquels vous avez échappé, parce qu'en fait, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés et qui seraient intéressants dans ce cadre-là. La question de l'habitat, la question des pouvoirs publics, la question des mobilités et de la conduite automobile, la question d'accès aux soins, le rôle des aidants et le rôle de l'entreprise dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, parce que même si il y a a priori pas beaucoup, Dieu merci, de personnes qui sont encore en activité, qui ont la maladie d'Alzheimer pour l'instant, la question se pose en fait de comment prendre en charge les personnes Alzheimer dans l'entreprise. Alors, plus les aidants, du coup. Mais c'est une question, voilà, la question de l'aménagement du territoire, etc. Voilà, j'ai fait un tour un peu rapide, mais je reste à dispo. Si vous avez justement, si vous êtes intéressé sur ce sujet, n'hésitez pas à regarder nos guides qui reprennent un peu plus en détail les process, qui donnent d'autres exemples et qui donnent un peu des projets clés en main. Voilà.
Bien, merci beaucoup d'avoir su décortiquer je dirais un concept assez complexe qui est la société inclusive. Et par exemple, j'ai trouvé très intéressant que vous puissiez opposer l'exclusif du musée dont tout le monde se vante en disant je fais quelque chose, dans le sens où on est sur le contraire de l'inclusif, comme quoi ça évolue beaucoup dans l'esprit des gens. Alors, je vais vous laisser réfléchir aux questions parce qu'on va avoir 5 minutes, c'est super, on sera dans les temps. Et moi, j'avais une petite question, deux petites questions. Vous parlez de maladie d'Alzheimer, mais finalement, ce que vous avez soulevé, ne pensez-vous pas qu'on pourrait l'élargir à d'autres handicaps? Ça, c'est ma première question. C'est-à-dire, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer et on voit tous les efforts qui sont faits. Il y a beaucoup d'autres situations physiques ou psy ou cognitives. Et ma deuxième question, ne pensez-vous pas que sur l'Alzheimer, si la France est en retard, c'est qu'il y a à un moment donné une médicalisation peut-être très forte d'une pathologie, si bien que finalement, la société ne s'est peut-être pas assez appropriée du sujet et que donc on a peut-être ce retard que vous avez décrit. Oui, alors sur la première question, il y a certaines structures, notamment le réseau Villamy des aînés, qui essayent justement de mettre en place des synergies entre les différentes sociétés inclusives. Que voilà, c'est un peu ce que je disais en intro, c'est que tout le monde a sa société inclusive. Et en fait, pour le coup, c'est un peu un idéal de penser qu'on peut former tous les citoyens à toutes les pathologies. Mais voilà, on aimerait bien, tout le monde souhaite ça. Mais donc, ouais, il y a des structures qui essayent de créer des synergies là-dessus, voilà, sur le vieillissement en général. Et votre deuxième question, c'est une très bonne question. En fait, la France a été à un moment très novatrice dans ces sujets-là. Et en fait, il y a eu un moment où en fait tout est tombé aux oubliettes, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec la médicalisation. En tout cas, il y a clairement un manque d'action des pouvoirs publics. Enfin, nous, en tout cas, on considère qu'il y a un manque d'action des pouvoirs publics. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais je pense que c'est un vrai sujet, donc on en reparlera dans 10 ans. Enfin, on peut se retrouver ici. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même un retard non pas de prise de conscience, mais peut-être d'action. Alors qu'il y a quand même une population française dont on dit qu'elle est quand même très empathique vis-à-vis de certaines situations. Je pense au cancer, je pense à d'autres pathologies. Donc il y a peut-être une crainte, une peur ou, c'est une hypothèse de ma part, cette médicalisation, pensant que le médecin et l'équipe va résoudre des situations qui deviennent en fait souvent des situations sociales et ça devient très complexe parce qu'on ne sait plus qui s'occupe de quoi. Donc il y a peut-être des vrais travaux, des activités de partage que vous avez décrit avec les gérontopoles, etc. Mais enfin, il y a vraiment un travail à mettre ensemble. Donc je crois que vous avez peut-être des questions sur tout ce qui a été dit ce matin. Donc il y a beaucoup de choses et je pense que ce serait la synthèse de cette journée. Il y a énormément de choses qui se mettent en place pour un vieillissement en santé, mais pas que. Et la société bouge, les pouvoirs publics bougent, les ARS bougent, les structurations bougent. Pourtant, il y a encore du travail à faire. Donc, je ne sais pas, voilà, si vous avez des questions. J'ai une question. Professeur Tchala, une question. Moi, c'est pas vraiment une question, mais je voulais d'abord vous féliciter toutes les 4 de la qualité de votre présentation. J'ai trouvé que les présentations s'enchaînaient très bien et montraient l'approche globale qu'on a pour nos personnes âgées. J'aurais 2 questions. La première, c'est pour le professeur Hélène Amieva. Donc, chère Hélène, je sais que tu as monté un programme de recherche sur le village Alzheimer à Dax. C'est une innovation unique en France et je peux dire un peu dans le monde. Je ne sais pas si tu as déjà quelques résultats sur la qualité de vie ou finalement le bien-être ou le déclin fonctionnel de ces patients. Voilà, ça c'était ma première question parce que là on voit par exemple dans ta présentation, tu nous as bien présenté les facteurs de risque modifiables et ceux qui ne sont pas modifiables. Je pense que c'est bien que tout le monde ait conscience de ces facteurs, mais dans un environnement comme le village Alzheimer, comment on fait pour prévenir finalement le déclin rapide de ces patients et de les maintenir le plus longtemps possible avec une qualité de vie? Donc, c'est sur ma première question.
J'avais une deuxième question, c'est pour Madame Montagne. C'est vrai qu'on a la chance à Limoges d'avoir pu bénéficier de ce prix en 2017. Donc on a été lauréat par l'innovation organisationnelle qu'on a mis en place pour les patients avec des troubles neurocognitifs arrivant dans nos filières. Et je tiens à féliciter cette initiative de société inclusive. Mais en même temps, j'avais une petite interrogation. On le voit aujourd'hui qu'avec l'interdiction de la conduite automobile, même si c'était un sujet auquel on voulait échapper, mais j'y reviens, est-ce que là, il n'y a pas une double peine? On se fait dépister précocement et donc finalement, on vous enlève votre permis de conduire et que finalement, si vous êtes dans un milieu rural, c'est le seul moyen de se déplacer et parfois c'est la seule personne qui sait conduire et que finalement... Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la position de la Fondation sur ce sujet qui n'est pas facile? J'attends pas une réponse définitive, mais c'est pour soulever le débat. Merci. Alors, il y a eu finalement beaucoup de questions dans ta question. Merci de me donner l'occasion effectivement de parler de la prévention du déclin fonctionnel chez les personnes qui sont déjà en fait en perte d'autonomie. Le sujet qui m'était proposé pour l'intervention, c'était la prévention, voilà, plus largement de la perte d'autonomie au sein de la population sur la base des données épidémiaux. Mais il y a une autre prévention qui m'intéresse beaucoup, c'est celle que tu pointes chez les personnes qui sont déjà dans une trajectoire de déclin importante. Et donc le village Alzheimer, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas en avance en France, mais on a quand même, j'étais étonnée que vous n'en parliez pas, on a quand même un projet un peu phare en France et qui a une visibilité maintenant internationale parce que beaucoup de personnes s'intéressent à cette initiative. C'est le village landais Alzheimer, un des rares villages Alzheimer dans le monde et surtout le seul qui s'adosse à une recherche. Voilà, c'est pour ça que je te remercie de cette question. C'est le seul aujourd'hui dans le monde qui va permettre d'apporter des éléments, je pense pas la réponse définitive, mais en tout cas des éléments pour savoir si ce type de dispositif, qui se veut effectivement inclusif, permet d'infléchir la trajectoire d'évolution des personnes. Alors, j'ai peu communiqué sur les résultats, même si maintenant on commence à avoir du recul, puisque ça fait déjà 2 ans qu'on est sur site en train de suivre les malades, qu'on n'appelle pas malades d'ailleurs, qu'on appelle villageois, qu'on suit également les professionnels, les familles, tous les acteurs qui gravitent et qui animent ce village. J'ai peu communiqué parce que on a d'abord déployé le volet village Alzheimer et dans un second temps le volet EHPAD, parce que ce qu'on souhaite faire, c'est comparer les trajectoires d'évolution une fois qu'on entre dans le village comparativement aux trajectoires d'évolution lorsqu'on entre dans un EHPAD traditionnel. Et donc, on a 10 EHPAD dans le département des Landes qui se prêtent à l'expérimentation aussi. Et ce volet, il est un petit peu en retard par rapport au premier. Néanmoins, on va quand même commencer à communiquer autour de ces résultats parce qu'ils sont assez spectaculaires pour ne rien te cacher, avec des trajectoires. On ne voit pas la cassure qui est rapportée dans la littérature, qu'on avait nous-mêmes mis en évidence il y a quelques années dans une étude, cette cassure qui existe à l'entrée en EHPAD, les 6 mois qui suivent l'entrée en EHPAD, qui s'accompagnent d'une dégradation de la qualité de vie, accélération du déclin cognitif et hausse de la mortalité, que vous connaissez. On ne l'observe absolument pas à l'entrée au village. Probablement parce que la transition, en fait, entre domicile et institution est beaucoup plus soft. Il n'y a pas cette rupture qui fait que on ne voit vraiment pas de déclin ni sur le plan cognitif dans les premiers 6 mois, ni sur le plan cognitif, fonctionnel, qualité de vie, mortalité, voilà. Et donc on est en train de suivre les personnes jusqu'à 2 ans, mais c'est des résultats qui sont vraiment très prometteurs. Voilà, je m'arrête. Peut-être une réponse courte, mais sur la conduite, j'ai quelque chose à te dire. Peut-être à la pause. Juste la position de la Fondation Médéric Alzheimer, c'est que en fait on a été assez étonnés de la méthode. Et en fait, on est en train de faire des études de notre côté en partenariat avec l'association de prévention routière, justement pour apporter des éléments chiffrés. Mais en tout cas, on était assez étonnés par la méthode et la non-concertation. Bon, ça a été un enjeu national, donc c'est pour ça, merci de ta provocation, t'es très fort.
Ça a été un enjeu national. Pour l'information que je donne, et après on peut en discuter à la pause qui va arriver, c'est qu'il y a, sont publiées ou sont sur le point d'être publiées des recommandations qui ont été faites par la SF3PA, qui ont été faites par la Société française de gériatrie gérontologie, qui ont été faites par la Fédération des consultations mémoire, concernant la prise en charge des patients qui auraient des troubles cognitifs par rapport à la question de la conduite automobile, pour savoir l'attitude à avoir et la graduation des attitudes à avoir, sachant que je rappelle que le médecin qui est habilité à interdire la conduite, c'est le médecin agréé préfecture. Voilà. Donc, il faut essayer d'insister pour répondre à la question. Si on a un doute, si on pense qu'il y a, c'est le médecin agréé qui n'interdit pas toujours 100% des personnes, mais qui parfois accompagne la personne dans leur permis. Donc, on n'est pas sur l'interdiction permanente, totale, brutale. C'est pour éviter justement cette crainte qu'ont beaucoup de médecins. Donc ceux qui sont intéressés par ça, écoutez, il y a des actes qui ont été publiés sur cette conduite automobile. C'était l'enjeu de nos printanières en mars. On a passé une journée à parler de la conduite automobile de la personne âgée. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a des actes qui sont faits. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, merci à Achille pour ça. Donc bravo à nos interlocutrices, c'était très intéressant. Une pause bien méritée, voilà, pause café.